Qu'est-ce qui lui arrive à la 2? Il faut faire chauffer l'appareil ou... Moi, je fais partie de ce quatrième pouvoir, donc je ne veux pas non plus trop cracher dans la soupe, d'autant que j'adore ma profession, mais je suis bien obligé d'admettre que ce quatrième pouvoir n'en est pas un. C'est un troisième pouvoir vif, c'est un pouvoir qui accompagne le pouvoir politique, bien entendu. Le quatrième pouvoir, maintenant, est du côté du manche. Mais il a toujours été relativement du côté du manche. Ce n'est pas la force d'opposition que mériterait une démocratie équilibrée qui voudrait qu'il y ait des contre-pouvoirs qui s'expriment à travers la presse ou même à travers le Parlement. Là où on a bien vu, en tout cas, enfin, avec l'Assemblée maintenant, elle commence à avoir un peu plus de pluralisme, mais jusqu'à présent, nous avions un président omnipotent qui pouvait effectivement se targuer de n'avoir plus aucune opposition. Et en tout cas, sur la presse, en effet, je déplore, je peux faire... J'adore, je pourrais pas faire autre chose que ce métier-là, mais je suis bien obligé de reconnaître, en effet, qu'il y a, dans une grande partie de ma profession, un énorme conformisme, un énorme suivisme, une énorme paresse intellectuelle et une grande connivence, en tout cas, avec le monde politique, quel qu'il soit, mais surtout avec le monde politique quand il est au pouvoir. On a vu ça à travers la crise sanitaire où il n'y a pas eu d'opposition, on voit ça, par exemple, à travers la manière dont on ne débat pas de la guerre qui s'approche entre l'Ukraine et la Russie. On voit ça à travers tous les grands débats qui sont des débats confisqués au profit d'une pensée unique. Et nous vivons sous le poids de plus en plus prégnant de la pensée unique. La pensée unique envahit tout, et elle envahit tout singulièrement dans la presse. D'ailleurs, c'est bien pour ceci que la presse alternative, dont vous faites partie, commence à avoir une audience de plus en plus importante, parce que dans cette presse alternative, on peut dire ce que l'on ne dit pas, ce que l'on ne dit plus, ce que l'on devrait dire, mais ce que l'on ne dit pas dans la presse mainstream, dans les grands médias écrits en tout cas. Et vous avez quelques chaînes comme CNews qui l'a compris et qui également maintenant se tournent vers en donnant la parole aux Français. C'est en effet une très bonne chose, bien entendu. Mais il est quand même aberrant de se rendre compte qu'on découvre aujourd'hui que la presse doit être en effet le porte-parole de tous les Français et pas simplement le porte-parole d'une caste. Or, trop souvent, cette presse-là s'est faite le porte-parole des pouvoirs en place. Moi, je n'ai jamais été, j'aurais refusé d'y aller, je n'ai jamais mis les pieds à l'Élysée, en tout cas dans le bureau du président de la République, et je ne supporte pas cette proximité, bien que je comprenne naturellement qu'un journaliste politique ait à rencontrer des hommes politiques, ceci n'est pas discutable, mais je ne copine pas avec eux pour autant, je ne les tutoie pas, etc. Et donc il y a quand même une grande familiarité entre le monde politique et le monde journalistique que je ne trouve pas très sain, et singulièrement ce déjeuner était, je l'ai critiqué parce que dans ses modalités, parce que d'abord, ces journalistes ont été invités au débeauté, ils se sont précipités. C'était pour, en effet, répercuter un élément de langage, de dire que je pense que c'était pour dire que les grévistes étaient irresponsables, irréalistes. Et donc, ils ont tous répercuté ce mot-là, irresponsable, sans dire qu'il venait de la bouche du président de la République, mais avec des circonvolutions pour dire que cela venait de l'entourage, etc. Donc avec une sorte, malgré tout, de malhonnêteté, parce qu'autant dire, s'il rencontre le président de la République, autant dire qu'il rencontre le président de la République. Donc il y avait un côté rendez-vous caché qui montrait précisément cette connivence entre cette presse et le pouvoir. C'est une anecdote, mais qui a quand même été assez révélatrice, d'autant que dans les explications que j'ai entendu de ceux qui étaient invités ou qui défendaient ceux des journalistes qui étaient invités, revenait toujours l'accusation en complotisme. Ceux qui ont accusé ces journalistes-là de s'être couchés, enfin en tout cas d'avoir répondu prestement à l'invitation, étaient des complotistes. Et vous remarquerez que maintenant le terme de complotiste est employé tous les jours abondamment par tous ceux qui, n'ayant plus d'arguments, essaie de clouer le bec par maintenant cette nouvelle accusation, qui ressemble beaucoup d'ailleurs à l'accusation qui était portée durant la Terreur en 1793, où durant la Terreur en 1793, les révolutionnaires voyaient des complots partout. Mais maintenant, et c'est un petit peu le même raisonnement totalisant, maintenant ceux qui s'accrochent au pouvoir voient des complotistes partout. Alors c'est pas tout à fait les complotistes fomentent des complots, et ceux qui
étaient les révolutionnaires de 1789 voyaient, eux, des complots qui étaient fomentés partout. C'est exactement le même manichéisme, cette même incapacité à vouloir comprendre pourquoi vous avez des interlocuteurs qui ne vous approuvent pas et qui vous contestent. Et donc, il faut accepter, tout simplement accepter le débat. Mais maintenant, le débat est devenu quelque chose de risqué, en tout cas. Si on avait une confrontation des idées, ça m'irait, mais c'est pas une confrontation des idées, non, c'est une mise au banc, c'est une chasse à l'homme, c'est un lynchage, bien entendu. Donc ça peut être très violent, oui, c'est en effet très violent, mais je ne suis plus tellement affecté par ce que je lis sur moi, ça fait très longtemps, sinon j'aurais arrêté d'écrire ce que j'écris. Et vous avez beaucoup de journalistes qui ont préféré effectivement se retirer de ce débat-là plutôt que d'avoir à supporter des insanités ou des étiquettes infamantes. Moi, je ne me sens pas insulté par ceux qui m'insultent parce que je ne me reconnais pas dans les insultes. Je ne suis pas fasciste, je ne suis pas raciste, je ne suis pas tout cela. Et donc, cela m'indiffère un peu, mais cela montre quand même, là, à ce point, l'intolérance qui est celle qui est portée par toute une partie de cette gauche qui se dit humaniste et qui est d'une violence extrême, même entre confrères. C'est vrai que mais je n'ai pas envie de parler de moi parce que c'est pas intéressant, mais il y a un sectarisme qui déshonore dans le fond le débat d'idées et qui devrait être un débat où les esprits se frottent et se contredisent et s'enrichissent entre eux, parce que d'après tout, moi je n'ai pas la vérité révélée. Je pense que l'interlocuteur qui me contredirait n'a pas non plus la vérité révélée. Peut-être qu'entre eux, avec un débat constructif, nous pourrions arriver à quelque chose, à une sorte de synthèse, mais pour l'instant, chacun campe un peu dans ses tranchées.